Bon, bienvenue dans le podcast à toutes les deux. Merci. Ravi d'enregistrer cet épisode avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Moi, c'est Xavier et je vous accompagne dans la transition écologique, dans votre transition personnelle ou dans votre transition professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de la transformation d'un grand groupe, dans la transformation sur le temps long d'un groupe qui s'appelle les laboratoires Expansience, que vous connaissez peut-être grâce à sa marque Mustela. Et pour ça, je suis avec Sophie Robert-Velu et Marguerite Laborde. On est 3 au micro aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ça va ? Ça va. On enregistre, ça va, il n'est pas trop tôt le matin, il est 9h30, début mai. Donc on a fêté le travail hier. Il y en a certains qui l'ont fêté dans la forêt à Fontainebleau. Moi, je l'ai fêté en manifestation à Paris. Vous aurez d'ailleurs peut-être des photos de ça bientôt. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la transformation des laboratoires Expansiance, de comment vous avez été accompagné par la Convention des entreprises pour le climat. Je suis ravi d'ailleurs de pouvoir parler de ce sujet parce qu'on ne l'a jamais évoqué dans The Big Shift alors que j'en ai entendu parler quand même à de nombreuses reprises. Et puis le troisième point, c'est la direction d'une entreprise par une majorité de femmes, ce qui est assez rare quand on a une entreprise de 325 millions de chiffre d'affaires et plus de 1100 salariés. Donc voilà, je trouve ça hyper inspirant et c'est un sujet qui me tient à cœur, donc ravi d'en discuter avec vous deux. Pour commencer, est-ce que chacune de vous peut se présenter, parler un peu de son parcours rapidement, une petite minute, histoire que les auditeurs puissent avoir ça en tête quand on va aborder les autres sujets. Marguerite, tu commences ? Allez, donc Marguerite Laborde, donc je suis directrice de la marque Mustela. Donc ça veut dire que dans mon périmètre aujourd'hui, je m'occupe à la fois de l'offre, de la stratégie de la marque et de son expérience auprès des parents, mais aussi de sa transformation, c'est-à-dire s'assurer que la marque soit durable et pérenne, existe encore dans 15-20 ans quand on sera soumis aussi à beaucoup de contraintes. Donc voilà, cette transformation au quotidien dans notre pratique marketing. Et donc, ça fait 4 ans que je suis à ce poste. Et auparavant, moi, j'ai travaillé dans les cosmétiques. D'abord chez L'Occitane à Provence et puis ensuite chez 5 Mondes, qui est une plus petite PME. Et par ailleurs, je suis engagée aussi en tant que bénévole au sein de la Convention des entreprises pour le climat depuis le début, quand on a fait le premier parcours. Et puis aussi depuis quelques mois sur la Convention des entreprises pour le climat Nouveaux Imaginaires. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Et moi, je m'appelle Sophie Robert-Velu. Je suis rentrée dans cette entreprise il y a 5 ans. En juillet, ça fera 5 ans. Et avant ça, j'ai bossé pendant une quinzaine d'années dans le groupe L'Oréal, où j'étais rentrée vraiment en premier job, en fait. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour plein de marques différentes. Et je suis rentrée vraiment dans le marketing au démarrage. Donc, c'était une école du marketing un peu à l'ancienne, évidemment. Mais c'est toujours intéressant quand on veut déconstruire des choses, d'apprendre aussi le côté obscur de la force. Et j'ai bossé pendant ces 15 années à la fois en France, à l'international, au Mexique, au Brésil. Donc voilà, plein d'apprentissages. Et puis maintenant, chez Expansience, j'ai eu 2 étapes. Une première où j'ai été en charge des activités dermocosmétiques. Donc Mustela et aussi une autre marque qui s'appelle Babo Botanicals, qui est américaine. Et puis depuis 2 ans, j'ai pris le reste des activités du groupe en direction avec la rhumatologie. Donc, on travaille aussi sur l'articulation, les douleurs, la prévention du mal vieillir. Et on fait aussi évoluer cette activité-là, qui est plus difficile à faire évoluer, parce que quand tu as des médicaments, finalement, c'est des contraintes réglementaires plus fortes. Donc, tu changes plus difficilement ton mix, mais on y va. Ok, trop bien. Donc là, une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté pour enregistrer cet épisode, c'est parce que j'ai ma belle-sœur qui avait travaillé sur des sujets liés à la Convention des entreprises pour le climat sans en faire partie, et qui avait vu ton intervention BFM TV, et qui me l'avait envoyé en me disant « Il faut absolument que Sophie passe dans le podcast ». Est-ce que tu as toujours eu l'impression d'avoir eu cet engagement-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus récemment ? Alors moi, j'ai toujours été un peu à rebours des organisations dans lesquelles j'ai travaillé. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été sur l'environnement. Le sujet premier que j'ai dû aborder assez vite chez L'Oréal, ça a été le management, où je me suis retrouvée quand même dans une configuration culturelle d'entreprise qui change d'ailleurs, qui a changé déjà ces dernières années, mais quand il passe 15 ans quand même, je suis rentrée, j'avais quand même pas mal de mauvais managers autour de moi. Quelques très bons aussi, qui m'ont donné un peu l'exemple. Mais voilà, j'ai appris aussi à me rebeller contre ma hiérarchie assez vite chez L'Oréal. Construire en opposition.
Ouais, exactement. Mais c'est très intéressant de voir que dans des groupes comme ceux-là, finalement, si tu arrives à expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord, si tu pousses tes arguments et si par ailleurs tu n'es pas trop mauvais dans ton job, on t'écoute. Donc, c'est quelque chose qui m'a aussi appris voilà, à manager mon manager, à exiger de l'amélioration, etc. Et j'ai plutôt eu gain de cause à long terme. Et je n'étais pas toute seule, en fait. C'était toute une génération qui poussait au sein du groupe. Et donc, je me suis rendu compte que c'était possible de changer les choses de l'intérieur jusqu'à un certain point. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour Sanoflore, qui était une marque du groupe qui venait d'être rachetée à l'époque par le groupe L'Oréal et qui était la première marque en bio rachetée par le groupe. Et donc, ça leur a mis le pied à l'étrier sur la formulation naturelle, le biologique et tout. Et moi, ça m'a mis complètement le pied à l'étrier sur la préservation des sols, les revenus des agriculteurs, qui étaient des sujets finalement que je ne maîtrisais pas du tout. Je n'avais pas assez de conscience là. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de la prise en main d'une marque bio hyper implantée dans le Vercors, avec des agriculteurs à qui on achetait en bio solidaire toute leur culture, bah, tu changes complètement en fait. Tu découvres tout un pan de militantisme que tu connaissais pas avant. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire changer ces choses-là au sein du groupe, avec des choses qui fonctionnaient, d'autres moins. Et notamment, les notions de développement durable étaient totalement absentes avant le rachat de cette marque. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un des groupes qui se bouge le plus sur ces sujets-là. Mais tu arrives à un moment de limite qui est celui du modèle d'affaires. C'est-à-dire que quand le modèle d'affaires ne veut pas être changé, quand c'est un groupe immense qui est coté en bourse, tu sais qu'il y a un moment où tu ne vas pas aller au bout du bout de l'histoire. Pas individuellement, quoi. Mais même cette remise en question-là, elle est tellement structurelle. Voilà, pas individuellement au sens pas... Cette entreprise toute seule pourra pas y arriver. Il faut que le modèle change de manière beaucoup plus générale. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à une entreprise plus petite, familiale, avec un actionnaire président qui avait déjà quand même des bonnes valeurs. Et j'ai shifté à ce moment-là, j'ai changé d'entreprise. Et quand tu t'es positionné pour postuler à ce job, t'es arrivé en disant voilà ce qu'on va faire, ou est-ce que t'es arrivé un peu en mode embuscade et tu leur as dit bon bah maintenant on avance et on va dans cette direction? Alors je fais pas d'embuscade, moi je préfère dire les choses dès le départ. Okay. Donc non, on a eu des super discussions avec Jean-Paul Berthomé qui est donc le fils du fondateur et qui est PDG de la boîte actuellement. Dès le départ, c'est-à-dire avant même de rentrer, je lui dis moi je quitte pas la proie pour Londres, je vais pas quitter le groupe L'Oréal où quand même je vois bien que même si tu changes un poupouille d'un truc chez L'Oréal, c'est tellement gros que tu as un impact quand même. Donc je lui dis moi si je change ce sera pour avoir encore plus d'impact et jusqu'où vous êtes prêts à bouger. Donc on a eu des discussions très fondatrices dès le départ avant même de signer. Okay. Après ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Mais on a au moins, on découvre pas des objectifs cachés ni chez l'un ni chez l'autre. Ouais. Il y a un des éléments de cette transformation qui a été très très remarqué, c'est que vous avez décidé de vous couper de 20% de votre CA, notamment en France, parce que c'était un produit que vous estimiez qui était plus compatible avec les limites planétaires, avec l'utilisation des ressources, avec les déchets. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? T'as envie de prendre ça parce que c'est Mustela en plus. Donc... Oui, absolument. Bah, alors, oui, effectivement, c'est une décision qu'on a prise et qui est assez lourde de conséquences. Mais en fait, c'est hyper important, je trouve, de rappeler que c'est une conséquence et on est arrivé à cette décision-là parce qu'on est sur une transformation qui est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est-à-dire que si on parle uniquement du sujet des lingettes, qui est donc du coup une partie de notre offre dont on va se séparer, on ne parle pas de toute la transformation qu'on fait sur notre modèle opérationnel et notre façon de pratiquer le marketing, nos changements de modèle d'affaires. Et paradoxalement, ça pourrait limite être du greenwashing, en fait, parce qu'on va juste focuser sur ce sujet-là. Donc, bref, je vais quand même parler des lingettes, mais c'est juste pour dire qu'il faut qu'on parle de la totalité de ce qu'on fait. Et donc, les lingettes, oui, en fait, ça revient à l'origine au travail qu'on a fait, qui est au moment où on est passé... entreprise à mission, laboratoire expansion, et on s'est doté d'objectifs de mission assez ambitieux. On s'est aussi, en parallèle, on a décliné ça sur les différentes activités du groupe. Et pour Mustela, ça s'est traduit par un repositionnement autour d'une mission de marque qui est d'aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Donc en fait, une fois qu'on a posé cette mission-là, on a revu la totalité du prisme de nos activités pour qu'elles rentrent dans le cadre de cette mission. Et donc, ça a passé par plein de différents aspects.
mais notamment aussi questionner les produits qui ne sont pas compliant avec cette mission, en fait. Et donc, les lingettes, c'est des énormes pollueurs à usage unique, ça bouche les canalisations. Il faut savoir que jusqu'à il y a pas longtemps, maintenant ça a été réglementé, mais jusqu'à il y a pas longtemps, les lingettes contenaient du plastique, toutes les lingettes du marché. Donc en fait, derrière, ça rejette des particules de plastique dans les océans, dans tous les écosystèmes. Donc c'était une énorme source de pollution. Donc nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester avec cette offre de produits-là dans le cadre de la mission qu'on veut donner à la marque. Donc après, une fois qu'on était clair sur le constat, il y a la façon de le faire, et donc la façon qu'on s'est donné de le faire, c'est de le prévoir assez en amont et de se dire que on allait poser cette décision, mais qu'on allait se laisser le temps de sortir de la dépendance à ce produit, à cette offre-là. Donc on arrête les lingettes en 2027. Entre-temps, on a mis en place une offre de transition, c'est-à-dire qu'on a lancé des lingettes compostables qui permettent déjà de poser ce discours auprès des parents et de se dire que la lingette, c'est pas automatique, entre guillemets, qu'il faut avoir conscience que c'est un déchet, donc derrière, il faut le composter et il faut savoir qu'on rejette ce déchet après utilisation. Et puis, pour 2027, on est aussi responsable d'accompagner les parents une fois qu'on sortira de ce business et de proposer, en fait, une alternative. Donc, ça peut être de la lingette lavable qu'on va garder dans notre offre. Ça peut être aussi leur montrer comment on peut faire du do-it-yourself, comment... y a d'autres alternatives aux jetables et les accompagner là-dedans. Et l'objectif aussi, c'est de se dire que ce serait trop facile, entre guillemets, de se limiter à une perte de marge et de chiffre d'affaires en se disant c'est bon, moi je suis sortie de ça, je suis propre. Ouais, complètement. Mais si c'est souvent parents... c'est souvent l'intérêt premier qu'on donne à lancer un nouveau produit pour une marque. On se dit ça va nous permettre d'augmenter notre marge, d'augmenter notre offre, d'augmenter notre présence. C'est souvent ça qu'on met en premier, quoi. Oui, bien sûr, mais tu as un premier renoncement qui effectivement frappe les gens et les médias, notamment sur l'économie, te disent comment vous pouvez arrêter ça, vous allez le compenser comment? Alors, déjà, je vous dois rien. À mon président actionnaire, je dois quelque chose. En revanche, j'étais étonnée d'ailleurs sur BFM, comme les gens réagissent. Les médias te disent mais comment vous pouvez faire ça, comme si c'était presque criminel aussi, Voilà. Et en l'occurrence, les lingettes, c'est un produit qui est sous-traité. Donc, nous, aujourd'hui, ça ne coûtera pas d'emploi d'arrêter les lingettes à notre usine, à Épernon. Et le fournisseur avec lequel on travaille, on le prévient vachement en avance pour qu'effectivement, il ait le temps de se retourner et que lui aussi réfléchisse à comment il travaille à sortir de cette catégorie ou à améliorer beaucoup plus fondamentalement l'empreinte. Mais en revanche, au-delà de ça, ça suffisait pas de se dire j'arrête cette catégorie, comme ça la marque elle est nickel, et moi j'ai plus d'empreinte négative. Il faut aussi qu'on arrive à pousser les gens à ne pas switcher de la lingette Mustela à la lingette d'un concurrent, parce qu'au final ce sera qu'un transfert d'impact d'une marque à l'autre. Et donc il y aura toujours autant de lingettes qui seront vendues et jetées. Donc là, on se donne aussi 3 ans, pour ne plus être dépendant de ça financièrement, mais aussi pour permettre aux équipes de Marguerite, etc., d'aménager auprès des consommateurs tout un dialogue sur « nous, on renonce, et vous, est-ce que vous êtes prêts à renoncer ? Par quoi vous allez remplacer ce geste, etc. » Et c'est ça qui est difficile. C'est comment t'emmènes des consommateurs à se dire « en fait, j'ai une part de responsabilité. Ce que je consomme, finalement, c'est pas uniquement que les marques me le proposent, parce que souvent, c'est ça, le triangle de l'inaction, c'est la marque dit moi, mes consommateurs, ils sont pas prêts à bouger, ou l'État me m'aide pas à le faire. L'État dit les entreprises veulent pas le faire, donc sinon elles vont transférer toute leur fiscalité en Suisse. Et puis, tu as les consommateurs qui disent mais moi, de toute façon, j'ai pas d'offre. Donc, je continue à consommer de la merde. Et donc, si tu veux briser ce triangle-là, il faut aussi aller voir les consommateurs et dire allez, vas-y, ensemble, on se donne 3 ans pour trouver d'autres manières de faire pour changer ton bébé. Et c'est pas facile, parce qu'effectivement, c'est extrêmement pratique, le jetable. Et surtout quand il s'agit des bébés, quoi. Ouais, et s'il remplace ça par du coton, c'est 1000 fois pire. Alors, je dis 1000, j'ai pas le chiffre, mais on a fait une ACV, justement, une analyse de cycle de vie du coton. C'est-à-dire, si j'arrête complètement les lingettes et que je dis aux gens, démerdez-vous, ils vont prendre du coton. Et le coton, c'est bien pire. Donc, c'est aussi trop facile, entre guillemets, de les laisser se débrouiller. Il va falloir qu'on les aide à trouver une autre solution. Mais ça passe par les informer sans les culpabiliser aussi, parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel on veut absolument pas tomber, c'est l'injonction et le jugement, en fait. Je pense qu'on est tous ensemble dans cette transition, et donc c'est aussi ça le message qu'on veut porter aux parents. Et après, c'est aussi une anticipation de la réglementation, parce que de toute façon, la réglementation, à un moment, va interdire les lingettes à usage unique. Donc, il y a aussi ça qu'il faut avoir en ligne de mire. On anticipe aussi
quelque chose auquel les parents vont devoir faire face de toute façon. Ouais. La loi AGEC, c'est 2040 pour l'arrêt des cosmétiques à usage unique. Hein. Ouais. Donc, en revanche, bon, il reste 15 ans, quoi. C'est pas tant, quoi. Bah, quand tu vois comment les sacs plastiques, on en sort à peine. Ouais, alors ça date de 2018, on a dit, c'était ça? Non, L'économie circulaire? je pense que c'est plus vieux que ça, l'arrêt, parce qu'on a commencé plus tôt, mais c'était pas obligatoire. Les sacs devenaient payants. T'as Leclerc qui avait commencé 10 ans avant. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est des transitions qui mettent bien 10-15 ans. Hein. Donc, sur le vrac, c'est pareil. On a commencé à tester du vrac en pharmacie. Tu te rends compte que les gens sont tous favorables, mais qu'en revanche, l'acte d'achat, il est microscopique pour nous. Ouais. C'est hyper inspirant et je pense que les auditeurs peuvent aller regarder toutes les interventions qui ont été faites sur ce sujet liées typiquement au produit, à l'arrêt d'un produit pour une grosse marque, pour un produit qui est quand même, qui soutient la viabilité d'une entreprise potentiellement, parce que c'était 20% de votre CA, je crois, un truc comme 20% du CA en France. En France, ouais. Mais heureusement, dans les autres pays, je pense que dans les années précédentes, mon arrivée, ils n'avaient pas trop lancé les lingettes parce qu'elles étaient on n'était pas assez profitable sûrement dans ces pays-là, parce que tu l'importais de loin et tout. Et à l'époque, je pense que, et Marguerite et moi, très vite, on a dit au pays, si vous n'êtes pas dépendant des lingettes, ne lancez pas cette catégorie. Okay, ouais. De toute façon, un jour, elle va disparaître ou on va faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas trop dépendant de cette catégorie dans les autres pays. Et aujourd'hui, je pense que ça a déjà diminué parce qu'en fait, on a vraiment déjà augmenté les prix pour que les gens se disent, mais en fait, ça coûte cher une lingette. Et il faut qu'on paye le prix de la pollution qu'on génère. C'est sûr, complètement. Et donc, à partir du moment où tu décroches de la promo, du super discount des concurrents, on en vend moins. Donc, petit à petit, nous, on a fait baisser ce point. Pour le moment, c'est du transfert quand même, du coup. Ah oui, pour l'instant, c'est du transfert et l'enjeu, c'est de se donner 3 ans pour changer ça. Et on n'investit plus dessus aussi. C'est-à-dire que une façon d'arrêter de pousser les volumes et de sortir à la dépendance, et de sortir de la dépendance, c'est de ne plus investir dessus en communication. Donc ça fait quelques temps qu'on a déjà décrété ça. Donc ça permet aussi de baisser les volumes progressivement. Et tout notre enjeu, c'est d'aller créer de la valeur ailleurs, en fait, sur une autre partie du portefeuille qui, elle, va générer moins d'impact, être utile et être rentable pour l'entreprise. Bon, j'invite tous les auditeurs à aller regarder cette vidéo un peu choc, je trouve, qui marque quand même et qui est assez intéressante pour peut-être marquer les esprits sur justement cette partie de transformation économique d'une entreprise. Je trouve vraiment cette partie inspirante sur le passage de passer de la théorie à l'action. On a beaucoup de théoriciens dans The Big Shift qui viennent et qui nous disent il faudrait faire comme ça. C'est ça qui devrait marcher. Et en fait, finalement, on n'a pas beaucoup d'exemples d'entreprises qui arrivent à le mettre en application. Donc, c'est top. Mais très intéressant aussi de pouvoir regarder le fait de se dire juste arrêter une activité polluante, c'est pas forcément directement la seule nécessité. Il faut regarder toutes les externalités, il faut regarder la consommation derrière, il faut regarder les transferts vers d'autres types de produits qui vont être des substituts mais qui vont pas forcément être mieux. Donc c'est hyper intéressant cette démarche 360 d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si jamais nous on ne fait plus ça. C'est ça, et tu vois, on en discutait aussi avec des pharmaciens. On a rencontré l'un des groupements avec lesquels on travaille et qui sont ils ont envie de passer à l'acte. Donc ça fait vachement plaisir de voir. J'ai même une des propriétaires d'une pharmacie qui m'a écrit suite à cette vidéo dont tu parles et qui m'a dit en fait j'ai envie de vous accompagner. Et pourtant à la base elle aimait pas trop Mustela, elle en avait une vieille image, etc. Et d'un coup elle se dit mais moi j'ai envie d'accompagner une des marques que je promeus dans ma pharmacie et qui se bouge. Moi aussi je veux faire partie de ça. Et donc tu travailles sur tes concurrents, sur tes clients, évidemment, tes consommateurs, mais aussi tes distributeurs. Et eux, si tu commences à taper sur les lingettes qui représentent toute la catégorie lingettes, représentent beaucoup de trafic dans les pharmacies. Les pharmaciens, ils vont nous faire la gueule. Hein. Donc, c'est aussi aller les voir et dire, bon, on va taper dessus. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Comment vous allez réagir? Donc voilà, le renoncement, c'est une cartographie de tout le réseau et de tout l'écosystème finalement dont tu dépends et qui dépend de toi. Et si tu travailles tout seul, en chambre, tu te gaufres, c'est sûr. Donc vraiment, l'enjeu, c'est d'aller chercher tous ces gens-là et de leur dire comment on avance ensemble. Et on se rend compte quand même que travailler avec ses concurrents ou ses distributeurs, qui sont des gens avec lesquels il y a des négociations commerciales, donc il y a forcément des enjeux, des tensions. Si tu le fais en sensibilisant tous ces acteurs-là aux enjeux planétaires, en leur expliquant, je ne le fais pas pour gagner contre quelqu'un. Je le fais parce qu'en fait, si on ne le fait pas, mais notre vie va être encore plus un enfer que ce qu'elle va déjà être. Donc, on travaille sur fresque du climat auprès de nos clients, par exemple. En Pologne, ils l'ont fait avec tous les pharmaciens avec qui ils bossent.
les gros pharmaciens, mais ça accélère beaucoup plus les coopérations. Parce que d'un coup, tu arrêtes de parler de marge et de est-ce qu'il est en train de négocier contre moi, etc. D'un coup, on se dit, l'enjeu, il est planétaire, il est un enjeu de survie humaine. Et donc, tu élèves le débat, en fait. Et tu arrives beaucoup plus à être intelligent à plusieurs. Donc tu parles de coopération. Donc tu m'avais dit que vous aviez fait de la coopération sur le vrac, justement, en pharmacie avec des concurrents ou des confrères. Est-ce que vous parliez de l'arrêt des lingettes et de ce problème de transfert potentiel vers d'autres marques? Est-ce que la coopération, elle pourrait aller jusqu'à pousser les concurrents à aussi réduire la communication sur ces produits-là ou même arrêter leurs produits aussi en même temps pour que vous puissiez derrière éviter ce genre de substitut et tous basculer vers une offre différente? Bien sûr, tout le travail de la Convention des entreprises pour le climat, c'est justement de faire vivre un parcours de quelques mois à des entreprises soit d'un même secteur. Ça, c'est les CEC catégoriels, ou je ne sais plus comment ils disent. Donc, tu as sectoriel, thématique. Donc, tu as une CEC finance qui a eu lieu. Là, il y a une CEC industrie qui commence. Ils ont tous les mêmes enjeux, finalement. Ils peuvent être concurrents les uns avec les autres ou ils peuvent juste avoir les mêmes enjeux à traiter. Mais en tout cas, dès que tu mets ces gens-là qui ont des enjeux similaires, voire même qui sont concurrents ensemble, d'un coup, tu te rends compte que l'intelligence collective a porté à plein et qu'ils se comprennent vachement et qu'ils trouvent surtout des coopérations du type tiens, si on achetait cette machine à deux plutôt que tout seul fois deux, en termes d'empreinte carbone, extraction minière, etc., c'est vachement mieux. Et typiquement, sur les nouveaux imaginaires, c'est aussi ça, c'est comment l'agence de pub se met avec le client. Et c'est qu'en les faisant travailler ensemble sur ces sujets-là que tu y arrives. Donc oui, nos concurrents, évidemment, on a besoin de les embarquer avec nous. Et c'est des véhicules, je trouve, hyper intéressants parce que justement, ils mettent tout le monde face à l'enjeu humain. Et quand tu es directeur général d'une entreprise, tu cherches d'abord, avant tout, à dire ce qui t'empêche de faire un truc. Mais quand tu parles à l'humain et que tu lui dis, vas-y, écris une lettre à tes enfants pour leur expliquer ce qui va se passer pour eux dans 30 ans, là, en fait, tu es DG, mais tu es avant tout un père, une mère, et tu te poses des questions beaucoup plus fondamentales. Ouais. Comment est-ce qu'on en arrive à prendre ce genre de décision forte? Là, c'est moins la décision en elle-même, parce qu'on en a un peu parlé, et le résultat, mais que le chemin pour en arriver là. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes dit, tiens, c'est là qu'on va aller, on va faire des analyses de tous nos produits, on va voir si on doit en arrêter. C'était quoi l'origine de ça? Je pense que chez Expansience, déjà, c'est une entreprise qui quand même a un long chemin d'engagement. Déjà parce que Mustela, c'est une marque qui s'adresse aux nouveau-nés et maintenant à toute la famille, mais qui a une responsabilité quand même énorme par rapport à ce qu'elle met sur le marché. Donc c'est dans notre empreinte depuis très longtemps. En termes d'éco-conception, en termes de sécurité, des formules, et puis même aussi en termes de filière et de sourcing d'ingrédients. Et donc cette démarche, ça fait longtemps qu'elle a été accompagnée aussi. On a été labellisé B Corp dès 2018, donc ça date pas d'hier. Maintenant, ce qui a permis de pousser les curseurs plus loin, c'est probablement différentes choses simultanées, mais on va dire qu'à peu près dans la même année, se sont passées plusieurs choses qui sont le passage à entreprise à mission, qui permet de poser des objectifs quand même assez clairs d'intention pour devenir une entreprise à visée régénérative. Le programme Impact, qui a été un programme qui nous a permis de définir des objectifs et des KPI. Enfin, l'idée, c'est pas d'être dans des incantations, mais on a vraiment un volet énorme d'objectifs avec des milestones jusqu'à 2040 et des KPI très précis sur tous nos engagements, qui a été co-construit avec l'ensemble de l'entreprise. Donc ça permet aussi aux collaborateurs de s'approprier le sujet et d'être acteurs après du changement, parce qu'en fait, on l'a tous décidé ensemble. Et puis le dernier point aussi qui, je pense, a mené à cette décision, c'est effectivement la Convention des entreprises pour le climat. Donc, qu'on a faite. Alors, la Convention des entreprises pour le climat, c'est un parcours pour dirigeants qui dure à peu près 12 mois avec des sessions de 2 jours tout au long de ces 10 mois et qui permet en fait de passer à l'action. Donc, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est apprenant et transformant avec à la fois des experts les plus pointus sur tous ces sujets, du constat en fait des limites planétaires jusqu'à l'économie régénérative et puis l'onboarding des parties prenantes en interne. Donc c'est vraiment tout un panel d'experts qui viennent intervenir, mais pas seulement. Il y a aussi toute une logique de réflexion en petits groupes et d'intelligence collective où les dirigeants se retrouvent entre eux et sont aussi accompagnés sur la transformation intérieure. Et finalement, ce qui met en mouvement, c'est pas
c'est pas simplement le rationnel et le constat, en fait. C'est aussi de vivre et de comprendre ça émotionnellement. Et donc, c'est ce mélange, en fait, qui derrière permet d'aboutir à des feuilles de route de transformation qui sont hyper ambitieuses et qui sont faites et livrées à l'issue de ce parcours et qui sont publiques. Donc, c'est aussi un engagement hyper fort parce que la feuille de route est publiée, donc le dirigeant en répond. Donc, le parcours, Sophie l'a fait en tant que dirigeante avec Karen, qui est la directrice RSE de Expanscience. Moi, je l'ai fait en tant que bénévole et en tant qu'engagée dans l'association. D'accord, toi, tu es du côté convention. Oui, exactement. Ouais, c'est quoi ton rôle un peu les deux, du coup. Elle a le cul entre deux chaises, comme on dit. C'est ça. Alors, lors de la... plus la pression sur Sophie et Karen, du coup. Et sur elle-même. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'elles sont déjà assez volontaires. J'ai pas forcément besoin de leur mettre la pression. Après, c'est effectivement... donc, pendant la première CEC, mon rôle, c'était... autour de la résonance du parcours. Donc, je travaille avec un des cofondateurs qui est Yannick Servan, qui est vraiment en charge du sujet de la résonance. Et donc, j'ai contribué à ma mesure et avec la possibilité de ce que je pouvais en termes de temps sur des articles et des posts, du tweet en live, etc. Et voilà, ça a été, pour moi, c'était à la fois par rapport à la sphère professionnelle. J'ai appris énormément, encore plus et notamment, je pense que c'est aussi ce que beaucoup des participants ont vécu, c'est le fait de se dire que on pense qu'on est au courant, mais en fait non. Quand on prend vraiment le temps de se plonger dedans, on n'est pas au courant de toutes les conséquences et la vision systémique et vraiment comprendre à quel point il faut sortir du triangle de l'inaction et tous passer à l'action. On peut plus être dans le déni, quoi. Après, donc ça, c'était hyper fort. Et après, d'un point de vue personnel, moi, ce qui m'a beaucoup porté en fait et plus c'était la première fois que je passais à l'action dans un collectif comme ça et donc et on sait que le passage à l'action c'est quand même un remède à l'éco-anxiété et donc le fait de faire partie d'un collectif qui agit, moi ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a beaucoup porté. Il y a un truc aussi qui est très fort dans le chemin et qui te pousse à aller plus vite et plus loin, je trouve, c'est les risques à ne pas faire. On a vécu la CEC nous juste après le Covid. Donc, c'était en 21, tu vois, on a commencé en septembre 21. Donc, on venait de se taper quand même une année complète une année et demie quasiment de confinement larvé. Et puis, le post-Covid pointait le bout de son nez. Ça, on ne s'imaginait pas du tout que ça allait être aussi bordélique. Et donc, il y a eu le canal de Suez bouché aussi par le bateau. Ouais. Et derrière, tu te retrouves avec des mois d'impact. Hein. C'était incroyable. Dans les réunions de comité d'activité, la supply chain qui nous disait « Bah non, là, il n'y a toujours pas de bateau. » Et ça fait 8 semaines. Ouais. Ou alors, les mecs font monter les prix. Donc, en fait, faire du fret aérien, ça coûte moins cher que faire du fret maritime. T'es là, mais non. Donc, en plus, tu vois, t'es tiraillé, tu fais la CEC et en même temps, on te dit, bah, on pourrait peut-être faire voler les produits. Non. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et juste après, guerre en Ukraine. En 22, on était encore dans la CEC à ce moment-là. Et là, tu te retrouves avec ton principal fournisseur de gras, d'huile, qui est l'huile de tournesol qu'on utilise dans beaucoup de nos produits, qui vient exclusivement d'Ukraine. Et heureusement, je pense que grâce à la CEC, on avait eu la 3e session qui était autour de la nouvelle boussole. C'est à vraiment réfléchir à compter ce qui compte, cartographier tes risques, t'assurer que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, etc. Et donc, j'avais vachement parlé aux achats et au DAF à l'époque en disant, en fait, l'éco-compatibilité, c'est surtout une manière de professionnaliser l'anticipation des risques. Si tu anticipes pas le stress hydrique, les coupures d'eau de la préfecture d'Eure-et-Loir, les problèmes de guerre et donc de disponibilité des matières premières, ton entreprise, du jour au lendemain, elle peut cesser d'exister. Ouais. Et juste après, guerre en Ukraine. Et là, ils se rendent compte que ce que j'avais annoncé, un peu en mode Cassandre et tout, est en train d'arriver. Et ça a permis aussi aux derniers bastions qui pouvaient éventuellement se dire « Oh, ça va nous coûter beaucoup d'argent cette histoire », ils se sont rendus compte que non, pas du tout. C'était quelque chose qui nous permettait au contraire d'anticiper des problèmes beaucoup plus gros pour l'entreprise. Et donc ça, c'est aussi un angle important quand tu es une entreprise, c'est de te dire « Mais les gens qui pensent que ça va s'améliorer, que les prix vont baisser, que ça va, la guerre va s'arrêter, les migrations vont s'arrêter, qu'il y aura de l'eau un jour. » Et non, c'est faux en fait. C'est complètement faux et c'est complètement naïf de penser que ça va s'améliorer. Et donc, c'est important d'aller chercher les DAF, les directeurs des achats ou de la supply ou les DG en leur disant « As-tu vraiment cartographié les risques de chute du vivant, les problématiques de disponibilité ou de coût de l'énergie, de l'eau ? Si tu ne l'as pas fait, finalement, c'est toi qui es naïf. »
Ouais. Et on a commencé du coup à travailler sur de la comptabilité en triple capital et à compter nos investissements en réfléchissant. Par exemple, on a un investissement qui est en cours d'étude sur de la boucle fermée en eau au sein de l'usine. Faire en sorte finalement d'utiliser beaucoup moins d'eau et de travailler sur tous les circuits de refroidissement avec la même eau, plutôt que de devoir retraiter puis rejeter de l'eau. Ouais. Et ça, c'est des investissements relativement lourds quand même, mais qui du coup, comme l'eau, ça coûte que dalle en France aujourd'hui, ça coûte très peu cher, on avait calculé que c'était un ROI de 20 ans, 19 ans. Évidemment, 19 ans, tu te dis, c'est compliqué quand même, est-ce que j'investis ? Puis on a commencé à regarder que ça faisait 3 ans de suite que la préfecture nous annonçait des coupes d'eau si on ne baissait pas nos utilisations d'eau, si on n'avait pas un plan, en gros, d'économie d'eau. Et les coupes, elles peuvent être énormes. On a une usine à côté de chez nous qui a été coupée pendant 25 jours l'été dernier. 1 mois de production en moins, t'imagines en termes de manque à gagner pour cette entreprise-là, et c'est énorme. Donc là, d'un coup, si tu intègres ces coupes d'eau qui ne manqueront pas de se reproduire, puisque là, on a cartographié, les cours d'eau vont baisser sur l'Eure-et-Loire, entre 20 et 30% du débit d'eau va diminuer dans les 10 ans qui viennent. Ouais. C'est énorme. Donc à partir de là, tu te dis, en fait, je vais comptabiliser qu'il va y avoir potentiellement 10, 15, 20 jours de coupe d'eau de la préfecture si je fais rien. Et dans ton investissement, le ROI, il devient beaucoup plus court. Donc voilà, c'est important aussi pour que chacun y retrouve son compte. Il y en a qui vont réfléchir beaucoup plus tête-cœur et d'autres qui vont vraiment réfléchir que tête. Mais même si tu restes au niveau de la tête, du cerveau, tu te rends compte qu'il faut absolument prévoir et anticiper. L'idée, c'est pas forcément de devenir parano et de faire tous les investissements possibles, mais c'est juste de se dire, OK, quels sont les risques, comment on les map, et est-ce que je suis en mesure de supporter ce risque-là ou pas, quoi. Exactement. Le modèle de développement de nos entreprises, il est fondé sur l'économie extractive et donc il met en danger les écosystèmes mêmes qui permettent le développement des entreprises. Donc c'est un cercle dont il faut avoir conscience, et cette notion de gestion du risque, en fait, c'est un argument qui est très pertinent et convaincant pour certaines personnes. Avant même de faire de calculer ton empreinte biodiv, par exemple, biodiversité, on avait commencé par regarder notre dépendance à la biodiversité. En fait, une entreprise qui fait des cosmétiques et des médicaments à base d'ingrédients végétaux, elle est dépendante à, je ne sais plus si c'est 97%, je crois, elle est dépendante à 97% de la biodiversité. Ouais. Donc, si la biodiversité chute, nos matières premières n'existeront plus. Donc, à partir de là, je pense que tout est dit, tu vois. Il faut vraiment travailler dessus, sinon, dans 20 ans, elle n'existe plus, la boîte. Comment on fait dans la CEC ? Donc, vous disiez, vous étiez sur la promo donc, c'était la première promo de la CEC ou c'était... La première. C'était la toute première, hein. Comment on fait quand justement on a autant d'événements qui arrivent pour réussir à ne pas être dans le quotidien et à se projeter beaucoup plus loin avec les entreprises qui nous accompagnent sur la CEC ? Quand on a tous les 3 mois un nouvel événement où on se dit ok, là il faut que je replonge dans le day-to-day, dans l'opérationnel pour essayer de résoudre cette crise, mais qu'en fait vous êtes quand même sur un module où en 10 mois vous êtes censé vous projeter. Moi, la réponse que j'apporterais, c'est que en fait, c'est précisément le parti pris du parcours de s'extraire et de prendre ces 12 jours. Et 12 jours dans l'agenda d'un dirigeant, c'est beaucoup. Ouais. Donc, à partir du moment où ils ont fait le choix de s'engager dans ce parcours, déjà, c'est une garantie contre le greenwashing parce que le fait de s'engager pendant 12 jours, ça permet d'être sûr qu'il y a une vraie volonté de passer à l'action. Mais c'est aussi 12 jours qui sont justement sur de la prise de recul et sur s'extraire du quotidien. Donc c'est finalement l'idée, c'est de vivre ces 12 jours et à la sortie d'arriver avec une feuille de route, mais pas nécessairement que ça permette d'inputer au quotidien dans les décisions et même si évidemment que ça arrive et que c'est le cas. En tout cas, c'est plutôt de la visée long terme. Donc l'idée n'est pas forcément et puis en plus, c'est progressif, c'est-à-dire que les sessions commencent par le constat. Ensuite, on a le changer de cap et donc regarder une nouvelle façon de voir l'économie avec l'économie régénérative. Ensuite, compter ce qui compte vraiment. Donc, c'est vraiment mettre des nouvelles lunettes pour filtrer en fait ses KPI et sa façon de... Ça va être la comptabilité triple capital, comme ce que tu disais. Exactement. C'est ta définition du succès aussi. C'est quoi la performance de mon entreprise ? Est-ce que c'est juste l'augmentation des volumes chaque année ? Si c'est ça, tu pourras jamais baisser ton bilan carbone. Non, donc on va regarder plutôt la génération de cash ou de profit. Est-ce que tu regardes ta marge brute ? Est-ce que tu descends à ta marge marketing ? Du coup, est-ce que tu peux baisser tes investissements médias parce que ta marge brute sera moins forte, parce que ton produit peut coûter un peu plus cher, mais en revanche, comme ton produit est de meilleure qualité, peut-être tu as moins besoin de faire de la pub. Enfin, tu vois, ça va beaucoup plus loin que juste la compta en triple capital. C'est vraiment être capable de se dire, qu'est-ce que je regarde dans mon entreprise ?
Et qu'est-ce que tout le monde regarde dans mon entreprise pour s'assurer qu'on garde les bons trucs et qu'on passe pas à côté d'énormes impacts négatifs. Après, moi, les 12 jours, tu as raison, j'ai pas cherché à immédiatement changer les choses au quotidien. J'ai accepté de me dire, c'est comme un master, en fait. Pendant 1 an, je me forme. Ce que j'avais besoin de faire, en revanche, assez vite, ça a été de partager avec les équipes les plus proches, en tout cas, ce que je vivais. Parce que je me suis dit, je vais être à 1000 km d'eux. Et quand je vais réatterrir et leur dire, bon, il faut tout changer, ils vont être là genre, what? Mais de quoi elle parle? Tu vois. Et ça, j'avais vraiment besoin de m'assurer que chacun vive un peu le parcours à 1 mois d'écart, tu vois, avec les autres. Et depuis, d'ailleurs, tu as certaines boîtes au sein de la CEC, des autres CEC qui ont été créées dans les années qui ont suivi, qui ont créé aussi des kits de communication pour pouvoir justement... nourrir ton collectif au fil des mois et du coup faire vivre un peu l'aventure à tout le monde en parallèle. On apprend à la CEC, c'est un truc qui a germé dans la tête d'un gars qui s'est dit on va faire suite à la CCC, donc la Convention des citoyens pour le climat, on va faire la même chose sur les entreprises et ça aura plus d'impact. Mais chaque CEC est encore meilleur, je pense, que la première, tu vois. Donc moi j'ai eu besoin de partager. Et comme en parallèle de ça, on avait quand même travaillé sur la feuille de route impact en interne, etc. Tout ça, finalement, était très cohérent. Tout est arrivé à peu près au même moment. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans notre boîte, ça l'a si bien fait. C'est qu'il y avait déjà un terreau, il y avait une feuille de route impact à 2030 et on cherchait à viser 2040 en se disant « Et si on pouvait devenir une entreprise qui répare ?» Donc, il y avait déjà tout ça en germe. Simplement, la CEC nous a permis de remettre de la méthodologie, et ensuite de pouvoir embarquer tout l'équipage avec une fresque du climat qu'on a fait faire à 1100 salariés quand même, y compris à l'étranger, dans toutes les langues. À l'usine. À l'usine, la nuit. On a arrêté l'usine pour faire la fresque du climat. Ok, avec tous les opérateurs. Ouais, tout le monde. Et ça excellent. a été même des fresqueurs internes qui l'ont fait. Et donc ça a même créé du dialogue, tu vois, des échanges. Après, on présente toujours comme si c'était parfait. Il y a plein de gens à qui ça a mis en colère la fresque du climat et je les comprends. Parce qu'ils disent, mais attends, tu me mets la tête dans le seau, là, et après, je fais quoi? Et donc après, pareil, on s'est dit, il faut aussi qu'on fasse un truc plus concret de comment chaque salarié peut s'approprier notre feuille de route. Chacun doit avoir une petite mission, parce que sinon, c'est juste hyper angoissant. Et donc, on a une équipe, encore une femme d'ailleurs, qui a travaillé, Rania, qui a travaillé sur un espèce de guide d'appropriation. Et chaque manager, à la maille des plus petites équipes, devait passer 3 heures avec son équipe en disant, voilà, c'est quoi la partie de la feuille de route impact que tu veux, toi, réaliser, et tu la définirais comment, et du coup, ton rôle au quotidien, c'est quoi? Et les gens devaient ressortir en disant, ok, moi, ma mission, ça va être de faire ça. Et ça pouvait être des toutes petites choses, mais au moins, chacun se sentait investi d'une mission, et se disait, ok, en fait, je peux me lever le matin en me disant, je fais quelque chose. Il y a un objectif commun, quoi. Ouais. Toutes les entreprises qui sont dans la CEC, elles sont au même niveau de développement de la transformation ou pas du tout? Parce que du coup, elles suivent un parcours similaire. Ouais, mais justement, c'est une des clés de la réussite en fait d'un parcours, c'est d'avoir une diversité de maturité en termes d'entreprises participantes, parce que et aussi en termes de taille, en termes de secteur pour les CEC territoriales, parce que c'est vraiment de la diversité que va venir la richesse. Il faut qu'il y ait des plus petits qui sont plus en avance, qui soient capables de challenger des plus gros. Et en même temps, c'est la coopération de ces 2 types d'acteurs-là qui va permettre derrière de créer des nouvelles choses utiles et impactantes. Donc, au contraire, le fait d'avoir un maillage de participants très divers, ça fait partie des clés de succès. Après, comme on le disait tout à l'heure, même en étant sur un terreau fertile qui fait que ça permet de ne pas avoir de dissonance entre le dirigeant et le reste du collectif, on a quand même appris énormément de choses et on a quand même poussé les curseurs encore beaucoup plus loin et justement pris par exemple la décision d'arrêter les lingettes. Donc en fait, même en étant une entreprise déjà avancée, on progresse quand même encore toujours parce que de toute façon le challenge est abyssal. Donc Oui, parce que effectivement, pour que les auditeurs se disent pas qu'on fait du greenwashing et que cette entreprise est parfaite, évidemment, une entreprise est par défaut consommatrice à la base et extractive et à impact négatif. Et à impact négatif. C'est clair. Et effectivement, tu disais viser régénératif tout à l'heure, mais tu disais pas régénératrice. Absolument. Parce qu'on est au début du chemin. On n'est pas une entreprise régénérative, loin de là. En revanche, on a posé les étapes pour viser de l'être en 2040, mais on est au tout début du chemin. Et même on se rend compte là, tu vois, en avançant que la notion même d'entreprise régénérative existera sûrement jamais parce que c'est justement c'est pas seul. Donc c'est plutôt
Est-ce que c'est un territoire régénératif? Est-ce que c'est une catégorie, un écosystème? En fait, c'est une somme d'acteurs. Parce que tout seul, tu peux pas régénérer. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est plutôt aussi d'aller chercher quand même des nouvelles activités. Et ça, c'est très expérimental encore, mais c'est hyper intéressant de voir que les parents, finalement, ok, ils ont besoin de laver leur enfant. Très bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin, finalement, dans une boîte comme Mustela. Pour l'activité bien vieillir, rhumatologie, c'est pareil. Tu as tout un enjeu qui est plutôt de la prévention, par exemple. Et du coup, on essaye de travailler sur des services, mais qu'on ne ferait pas seul, plutôt en consortium avec plein d'acteurs différents. Sur les parents, c'est la maison des parents, mais qui ne sera peut-être pas une maison au final, mais en tout cas, c'est un écosystème d'acteurs qui se disent comment je me mets au service des parents pour éviter la dépression postpartum, pour la prévenir, pour renforcer l'information des parents et leur capacité à prendre des choix en connaissance de cause, sur l'éducation de leur enfant, les écrans. Ça peut aller beaucoup plus loin finalement que uniquement le soin du nouveau-né. Et là, tu as besoin de réconcilier des ONG, des acteurs privés et voire même des collectivités territoriales autour de ces projets-là. Et du coup, c'est là que la régénération va exister. C'est uniquement si tu as le privé, le public et l'associatif qui ensemble œuvrent et trouvent des dynamiques économiques où tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire qu'après, l'idée, c'est pas qu'on devienne tous une association. Moi, j'ai 2 parents qui étaient dans l'associatif toute leur vie. Je sais que c'est pas un modèle qui peut être répliqué pour tout. Tu as aussi besoin de générer du cash et du bénéfice, mais tu peux le faire différemment. Et il faut accepter que ça prenne du temps, en fait. Parce que la coopération, donc, c'est un des enjeux clés aussi de la Convention des entreprises pour le climat, de mettre dans la salle des dirigeants, un des livrables de la CEC, c'est un collectif de dirigeants en fait, engagés qui ont envie de coopérer. Et que ce soit nous, ce qu'on voit donc, chez nous sur des expérimentations qu'on fait sur la maison des parents ou autre, dès qu'on est dans de la coopération, ça prend un temps fou en fait, parce que il faut aligner tout le monde, justement, que chacune des parties prenantes trouve finalement son intérêt dans cette coopération. Les objectifs d'ailleurs des parties prenantes ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. En revanche, le résultat doit être le même, d'avoir de l'impact pour toutes les parties prenantes. Donc ça prend énormément de temps. Et c'est la même chose pour la CEC, notamment sur les CEC thématiques, c'est-à-dire que au sein d'une verticale sectorielle, comment on fait coopérer des concurrents. Ça a été le cas avec la CEC Conseil. Donc, il y a eu un livrable à la sortie de cette CEC qui a été un engagement, un livre blanc des métiers du conseil, et donc qui est en plus accompagné par une gouvernance, donc qui va permettre vraiment d'avancer et de rendre des comptes. Et donc ça va prendre du temps aussi. Il faut accepter ce temps-là, qui n'est pas exactement dans nos agendas court-termistes en fait. Donc je trouve que c'est ça la difficulté. Et comment est-ce que tu fais du coup quand on accompagne, si la CEC accompagne des grosses entreprises, la question du temps elle est cruciale parce que justement les mandats des dirigeants il me semble qu'ils sont très courts. C'est plutôt il me semble la médiane, c'est-à-dire tu dois avoir 50% des dirigeants qui restent moins de 5 ans et 50% plus de 5 ans. Et pour les très grosses entreprises, je crois que c'est plutôt autour de 2 ans. Ce que Yannick Servan disait, c'était pour Lafarge, il me semble que c'est 2 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est dans 13 dirigeants qu'on arrive en 2050 avec les objectifs d'émissions net zéro. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces entreprises qui, de toute façon, ont des dirigeants qui ne peuvent pas être dans cette optique de 2040-2050 parce qu'ils sont là pour... c'est l'équivalent d'un mandat présidentiel, quoi. Donc, c'est les mêmes sujets politiques et économiques quand on est à la tête d'un État ou à la tête d'une entreprise, j'ai l'impression. Ouais. En fait, le parti pris de la CEC, c'est donc de créer un collectif de dirigeants engagés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des grosses ETI, mais il n'y a pas forcément des entreprises type CAC 40 qui participent parce que c'est une association d'intérêt général qui repose beaucoup sur la force du bénévolat et qui s'adresse à des dirigeants pionniers et qui ont envie de s'investir et donc qui ont le temps et probablement la latitude derrière de passer à l'action en fait dans leur entreprise. Ça, c'est aussi un des critères de sélection. On candidate pour un parcours en tant qu'entreprise et derrière, l'association va vraiment s'assurer que le dirigeant a les manettes pour pouvoir agir derrière. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer les grosses entreprises type CAC 40, mais en tout cas, ce n'est pas forcément via le parcours associatif de la Convention des entreprises pour le climat. En revanche, il y a un autre type d'offre qui se développe à la Convention à travers l'Institut CEC, qui est plus une offre monétisable justement et qui pour le coup peut s'adresser à des plus grandes entreprises.
Après, il faut, je pense, sortir, mais c'est comme en politique, sortir de l'homme idéal ou de la femme idéale. Ouais. Et souviens-toi, quand on a discuté, moi, je voulais pas être là toute seule Tout à fait. aujourd'hui parce que le projet, notamment d'Expansience, repose absolument pas sur mes épaules. Il repose sur les épaules de centaines de gens, en fait. Et tout l'enjeu, ça a été ça, c'était de se dire, si moi, demain, j'ai un accident ou j'ai envie d'aller élever des chefs dans le Larzac, je veux pas que le projet, il capote. Donc, l'objectif, c'est comment tu engages ta culture d'entreprise. Et donc là, on travaille sur la culture et les comportements attendus dans notre entreprise. Et là, c'est la DRH, tu vois, qui fait ça, et la directrice de la communication interne et externe. Tu as aussi comment tu mets des structures de contrôle. Donc, société à mission, tu as quand même un comité de mission qui est opposable au top management de l'entreprise s'ils estiment qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Alors oui, c'est pas comme de pas certifier tes comptes, c'est-à-dire que tu peux continuer à faire ton business, sauf que tu as quand même un énorme risque de bad buzz. Donc ça, c'est aussi un garde-fou. Donc il n'y a pas que mais si le dirigeant n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis pas la maman des gens en fait, et j'insiste beaucoup là-dessus en disant attention. Et dans les médias, il y a beaucoup ça. La DG rock'n'roll, machin, pas du tout en fait. Non, mais ce serait une grosse erreur de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que c'est très important, au contraire, de dire que c'est un collectif qui se change et tout le monde est interchangeable. La seule personne qui n'est pas interchangeable, c'est l'actionnaire. Effectivement, il faut que lui, il ait cette force de continuer, de persévérer, quels que soient les gens finalement qu'il met à la tête de son entreprise. Et ça, c'est un énorme sujet en fait qu'on adresse, et de se dire, voilà, il faut faire peser le poids de nos engagements sur toute l'entreprise et pas uniquement sur une seule personne. Comment tu as choisi du coup les personnes avec qui tu avais envie de mener ce projet? Parce que du coup, t'es arrivé un an après. T'es arrivé un an après, donc ça veut dire c'est toi qui a mis Marguerite en place ou? On me l'a imposé, mais bien sûr. Bien sûr, ça a été un choix. Non, je pense que c'est des... D'abord, il y a des gens qui étaient déjà dans l'entreprise quand je suis arrivée, et qui se sont changés au fil des mois. T'en avais qui étaient déjà super à fond et qui étaient fort contents, certes, effectivement, que quelqu'un arrive sur le business et qui soit un peu plus motivé peut-être que la moyenne. Mais moi, j'ai trouvé déjà des forces vives qui étaient déjà très intéressées au sein d'Expansience. Et donc, c'est bien, tu peux souffler sur les braises et après, ça prend. Il y a eu des gens qui, en revanche, ont trouvé que c'était beaucoup trop compliqué puis qui sont partis. Et à la rigueur, tu dis, ok, c'est très bien. Mais je pense que la boîte, elle se radicalise au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher les problèmes à régler les problèmes à la racine. Il y en a que ça fatigue un peu. Forcément, c'est plus fatigant. Donc ceux-là, ils nous ont quittés et moi, j'ai pas de problème avec ça. Et puis de l'autre côté, il y a eu des nouvelles embauches. Et là, effectivement, les discussions qu'on avait avec les gens qui arrivaient, c'était ces sujets-là aussi. C'était de vérifier qu'ils avaient les compétences pour, mais qu'ils avaient aussi les bonnes valeurs, qu'ils n'étaient pas effrayés par le projet, voire même qu'ils étaient excités par le projet. Et on a beaucoup parlé d'empowerment des femmes et des parents en général quand on s'est vu avec Marguerite la première fois, où je lui ai dit, j'en ai marre que Mustela, ce soit une marque où tu as des coffrets roses pour les filles, des coffrets bleus pour les garçons, parce que c'était ça à un moment, où finalement les seuls parents qu'on voit sont quand même globalement des femmes. Donc il n'y avait pas de père, et c'est quasiment absent de nos communications. Et où on était beaucoup quand même dans des injonctions de faut être belle quand on est enceinte. Tu vois, première campagne, quand je suis arrivée sur les produits maternité, c'était belle enceinte, acheter tel produit. Et donc j'ai dit à l'époque à la nana, je dis mais pourquoi belle? Elle me dit c'est quand même ce que veulent toutes les femmes. Je dis peut-être pas. Peut-être qu'en fait elles veulent être juste heureuses, bien dans leur corps, tu vois. Et donc c'est des gros changements. Et là pour le coup, ça c'est ce sur quoi avec Marguerite dès le départ on s'est mis d'accord. Et c'était génial d'avoir quelqu'un qui a pris le truc, puis elle a fait exploser sur l'image de la marque, sur ce qu'elle renvoie comme communication aux parents, sur déculpabiliser les gens, etc. Tu vois. Et quand on a eu cet échange et que tu m'as dit j'aimerais bien ne pas être la tête d'affiche de toutes les prises de position de Mustela et de Labo Expansience, tu m'avais proposé Karen, tu m'avais proposé Caroline, tu m'avais proposé Marguerite, donc tout un paquet de Florence aussi. Tu m'avais proposé tout un paquet de femmes incroyables qui sont à la tête de différentes business units des Labo Expansience. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'être plutôt en majorité des femmes à la direction de cette entreprise? Je sais pas.
moi, j'adore. Après, on a aussi des hommes formidables dans cette entreprise. Donc, à commencer quand même. Non, mais à commencer quand même par l'actionnaire unique, si tu veux. S'il n'était pas en soutien, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Ça, c'est très clair. Maintenant, je pense qu'il y a... moi, je vois une grosse différence entre les comités de direction, par exemple, très masculins que j'ai pu voir. Ouais. C'était le cas chez Mustela, donc t'arrives ou pas? Non, Okay. il y avait déjà plein de femmes. Vraiment, ça, j'ai rien fait pour. Non, mais moi, j'ai travaillé sur une acquisition, par exemple, quand j'étais chez L'Oréal, et j'allais à des réunions où il y avait que des hommes, j'étais la seule femme. Et clairement, les gens s'attendaient à ce que je sois la stagiaire qui va servir les cafés, tu vois. Et heureusement, d'ailleurs, chez L'Oréal, j'avais des hommes très volontaires qui disaient non, je vous présente la future DG de la marque qu'on va racheter, etc., histoire de pousser. Mais c'est vrai que quand tu es une femme dans des grosses entreprises, tu as quand même plein de grands moments de solitude. Donc, ça, j'en souffre pas chez Expansience. Et je pense que tu as un premier truc qui est de se dire, on est tout un peu passé par des moments comme ça. Et du coup, quand on se retrouve dans une forme de sororité, il y a moins d'ego, il y a moins de guéguerre, de quoi j'ai l'air. Enfin, on n'est pas là-dedans. Après, je pense qu'il y a plein d'hommes qui jouent aussi sur cette même modalité-là, et c'est super. Donc, je pense qu'en tout cas, on perd peut-être un peu moins de temps sur à quoi je ressemble, qu'est-ce que les gens vont croire de ce que je dis, tu vois, et on est beaucoup plus sur le fond. Voilà. Maintenant, après, est-ce qu'on ne peut pas trouver plein d'hommes qui sont capables de faire ça? Si, sûrement, et j'ai pas envie non plus de dire il faut des comex ou des comités de direction exclusivement féminins pour changer le monde. J'espère bien que les hommes vont s'y mettre aussi. Ouais. Et c'était quelque chose qui était voulu à la base, ou ça s'est juste fait de façon complètement naturelle parce que c'est une marque aussi de cosmétiques où on pourrait se dire éventuellement que ça s'adresse plus aux femmes ou Non, parce que tu as vraiment une activité qui est triple. Il y a 3 activités chez Expansience et il y en a 2 autres qui ne sont pas particulièrement autour de l'enfance ou de la femme. Ouais. Non, je pense que pour le coup, ça c'est vraiment à mettre au crédit de Jean-Paul Berthomé, parce que notre président a clairement choisi des femmes, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'est juste qu'il est tombé sur des candidates qui lui plaisaient, tu vois. Mais ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que ça donne une couleur et à nos débats, à nos discussions, qui est très constructive et qui est peut-être moins narcissique. Voilà. Et moi, je dois dire qu'on n'a pas de sexisme dans l'entreprise. Enfin, on le vit jamais, ça. Et c'est vachement agréable. Ouais, je comprends. Moi, j'ai un souci quand même sur le podcast, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à faire passer des femmes. Donc, je suis très content de vous avoir toutes les deux aujourd'hui. Et en fait, et mon associé qui a un podcast sur l'investissement immobilier, c'est encore pire. Il est plutôt autour de 98% d'hommes qui passent sur son podcast et 80% d'auditeurs masculins. Alors moi, j'ai une audience qui est assez paritaire. En revanche, je dois essayer de faire en sorte d'avoir assez d'invités femmes parce que c'est plus compliqué qu'avoir des invités hommes. J'ai un message par semaine d'une personne, d'un homme qui me dit je suis expert sur ce sujet-là, je peux passer sur ton podcast quand tu veux. Je reçois jamais ça de la part d'une femme, genre littéralement jamais. Et donc, oui, je pense qu'on a un petit sujet sur l'imposture. Tu vois. On a toujours peur de pas être au bon niveau. Mais ça, pour le coup, tu vois, c'était chez L'Oréal, un homme qui m'a dit ça un jour. Ils m'ont proposé la direction générale de La Roche-Posay au Brésil à l'époque. Ouais. Et quand la DRH me le propose, je lui dis, tu veux dire la direction marketing? Et là, dans ses yeux, elle s'est dit, ah ouais, en fait, elle n'est pas prête. Et elle m'a dit, faut voir. Donc, elle est revenue finalement sur sa proposition parce que j'avais été trop timide, etc. Et que je ne m'étais pas vue là, tu vois. Et ensuite, j'en discute avec mon patron de zone à l'époque qui me dit, mais tu sais, on prend un job sans en être capable au démarrage. On n'a jamais la taille du costume quand on prend le job. Et c'est peut-être à la fin que tu seras effectivement une DG. Mais prends le titre tout de suite. T'inquiète pas. Un homme, lui, au contraire, quand tu lui proposes DG, il dit non, je veux être président général du monde, etc. Il veut toujours être au-dessus de la taille du costume. Une femme, elle est toujours en dessous. Donc ça, c'est un truc, mais pas génétique. Je pense qu'on est juste éduqués à ça depuis notre enfance. Donc là, il y a un vrai enjeu que les femmes reprennent un peu plus cette capacité à se dire fake it till you make it, tu vois, et parce que je pense que les hommes ont beaucoup plus l'habitude de faire ça. Ouais, c'est même étudié ça, que les femmes postulent à une offre
quand elles ont 90% des compétences, alors que les hommes, je trouve ça, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même assez fou. Ou même aussi en plus on m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, dans les prises de parole, souvent les femmes, on dit toujours nous, enfin on privilégie beaucoup le collectif et ce qu'on a fait nous, alors que et j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps dans une table ronde où la personne à côté de moi qui était un homme disait que je en fait par rapport à moi, et du coup en fait c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais. Est-ce que quelles sont les prochaines étapes pour le Labo Expansience, pour Moustela? Où est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez mis comme... parce qu'on a dit que vous avez mis des KPI, on a dit que vous avez mis des objectifs, des feuilles de route très précises. Où est-ce que vous avez envie d'être en, je sais pas, 2030, c'est dans 6 ans, 2040, c'est dans 16 ans. C'est quoi les objectifs? Alors de mon côté, on a déjà donc des objectifs ambitieux de minimisation de l'impact négatif. Donc déjà les atteindre pour 2030, ce serait vraiment énorme. Donc réduire le poids de plastique, les émissions de CO2, enfin voilà. Et ça, on est en ordre de marche pour. Mais donc maintenant, il faut make it happen. Et c'est maintenant que le diable se cache dans les détails et que c'est compliqué. Donc c'est un peu vraiment ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et en parallèle, expérimenter de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles façons de voir notre business pour s'orienter vers de la régénération. Donc c'est l'expérimentation notamment de la maison des parents dont on parlait tout à l'heure, qui est de concevoir un lieu ou une offre en tout cas de service pour les parents qui soit utile. Et donc c'est un peu le travailler sur ces deux jambes en même temps pour arriver à 2040 à un impact positif. Et après, les infrastructures du groupe se changent, c'est-à-dire que là, on est dans une période justement de financement, d'investissement assez lourd, qui sont principalement liés à notre usine de production en Eure-et-Loir. Et donc, dans cette usine-là, il y a un travail sur l'outil de production pour être capable justement de mettre en ligne des éco-recharges avec, je sais plus, 75% de plastique en moins pour l'intégralité de notre gamme. Donc là, c'est pas je fais un petit produit en éco-recharge, ça on l'a fait déjà, hein, il existe. Tu as une éco-recharge dans notre linéaire. Mais c'est pas ça qui vend le plus, et c'est sur le produit bio. Maintenant, la question, c'est comment tu fais en sorte pour que tous tes packaging soient rechargeables. Et on a aussi lancé un moule d'un nouveau flacon. Alors ça donne une sensation d'être sur un détail, mais en fait c'est hyper important parce que ce nouveau flacon, il va remplacer tous les flacons Mustela, et lui, il va être beaucoup plus léger, mais surtout, il a une forme, c'est trop con, mais il a une forme qui fait que tu arrêtes de transporter du vide dans tes camions. Donc tu transportes beaucoup plus de flacons, et donc tu mets moins de camions sur les routes. Mais vraiment beaucoup moins de camions. Donc là, ils sont en train, ils hésitent entre est-ce que c'est moins 30, moins 28 ou moins 42. Globalement, c'est beaucoup moins de camions en moins. Et donc, quand on aura le chiffre, je ne vous en ferai pas. Mais ça, c'est des sujets qui vont nous permettre d'arriver à ces objectifs-là. Et là, on met de l'argent sur la table. Donc, investissement, donc gros stress, clairement, pour tout le monde. Mais je pense que c'est nécessaire. Et ensuite, sur l'usine, c'est changer le mix énergétique. Donc, passer d'un mix énergétique gaz, alors certes, gaz vert, tu vois, que tu achètes... ou tu achètes du gaz pas vert, mais tu payes pour qu'il y ait du gaz vert ailleurs. Enfin, c'est quand même des transferts d'impact qui ne nous satisfont pas. Pour l'instant, on a fait ça. Et donc là, c'est de travailler sur une nouvelle chaudière qui sera biomasse. Et hyper intéressant de voir que là, pour le coup, un homme, Jean Delomier, qui est notre patron de tout ce qui est opération industrielle, bah lui, il passait tous les jours en allant à l'usine depuis chez lui, devant une ferme. Et cette ferme fait de la méthanisation notamment. Et en fait, il s'est dit, tiens, on a des bouts de lavage qu'on fait transporter jusqu'à, je sais plus, à 200 km de l'usine tous les mois pour retraiter les bouts, etc. Mais eux, ils ont un méthaniseur, peut-être si je vais les voir, on va trouver un truc. Donc là, il a toqué. Mais vous dites, bah oui, on cherche de la matière organique et tout, balance tes bouts. Donc là, ils ont fait affaire. Et dernièrement, il s'est rendu compte que cette ferme, qui est une ferme expérimentale de chez Bongrain, ils ont aussi une forêt bien gérée. Ils ont une chaudière biomasse et ils fournissent tout leur bois comme ça. Et ils ont un peu plus de bois. Et on s'est dit, bah nous, si on prend votre bois de cette forêt bien gérée qui est à 15 km de l'usine... Et qu'on a un poêle à granulés. Exactement. Et bah d'un coup, tu te rends compte que, je sais plus, je crois que les investissements, alors on attend des retours de l'ADEME et tout, les investissements, ils vont nous permettre de diminuer de 90% les émissions de gaz à effet de serre de toute notre usine. Mais tu n'as plus qu'un fournisseur. J'ai plus qu'un fournisseur, sauf que derrière, tu travailles aussi sur tes palettes que tu veux réutiliser. Mais au bout d'un moment, quand elles sont vraiment trop abîmées, bah tiens, on pourrait les utiliser aussi dedans. Donc non, on va aller chercher d'autres sources.
mais les plus proches possibles. Ouais. Et on apprend justement à se dire, mais pourquoi aller chercher super loin, mais aller regarder autour, quoi. Il y a vraiment le truc de redécouvrir ses voisins. On en parle beaucoup à titre individuel, où en fait, notamment à Paris, les gens connaissent plus trop leurs voisins de palier parce qu'on se voit pas trop, alors qu'on pourrait échanger très facilement beaucoup de choses. Et on le fait pas. Et en fait, au niveau industriel, c'est exactement la même chose. Nous, on avait exactement les mêmes sujets quand je bossais dans le recyclage du plastique, où au bout d'un an d'activité où j'envoyais à 600 km des déchets, on s'est rendu compte que le voisin, en fait, il avait la possibilité de l'utiliser, de le mettre en balle et de l'envoyer chez un de ses prestataires qui était pas loin. Ça a été le cas d'Interface, quand ils ont changé leur fibre, leur bobine pour les moquettes. Ils avaient, je crois qu'ils étaient en Hollande, et ils ont trouvé une usine qui faisait de la transformation chimique juste à côté d'eux, qui faisait pas ça, mais ils sont allés voir en disant, mais vous pourriez faire ça, prendre nos vieilles dalles de moquette, refaire des bobines de fil, etc. Et ils ont réussi comme ça. Donc voilà. C'est à la fois trop bien, à la fois des erreurs commerciales monumentales de se dire qu'il n'y a aucun service commercial qui allait toquer juste à côté pour aller faire. Mais ça, c'est la mondialisation, effectivement. Après, je pense qu'on travaille aussi à inventer des nouvelles choses. Tu parlais de temps long et de temps court tout à l'heure. Donc, c'est pas tellement pendant le parcours CEC que moi, j'ai été frappée par ça, mais c'est accepter qu'au sein de l'entreprise, et ça, c'est tout le changement culturel qu'on est en train de lancer, les gens se disent, il y a une trajectoire long terme à laquelle il faut qu'on bosse, mais c'est de l'innovation, c'est de la recherche et développement. Il n'y a aucun problème aujourd'hui pour faire de la R&D sur des produits cosmétiques dans notre groupe ou sur des compléments alimentaires et tout. Mais dès que tu leur dis, je fais de la R&D sur un business model, c'est plus complexe. Ils disent, mais attends, mais ta maison des parents, ça rapporte rien. Ah bah oui, puis ça va pas rapporter d'argent pendant encore beaucoup d'années. Ah ouais, mais c'est de la recherche. Donc en parallèle de ça, tu as des choses très concrètes, genre investir à l'usine, changer notre mix énergétique, faire des éco-recharges, c'est très basico-basique, mais il faut le faire. Ça coûte cher, mais ça va avoir un impact très rapide. Mais ça suffira pas pour atteindre le net zéro ou devenir régénératif. Et ça, c'est plutôt des expérimentations très long terme sur lesquelles on peut pas te dire aujourd'hui ce que ça va donner. C'est sûr que le chemin va nous apprendre des choses et on va trouver en chemin des nouvelles activités, des nouvelles idées. Et c'est ça, et c'est cette recherche-là sociétale et environnementale à impact qui va nous amener à trouver des choses intéressantes pour la suite. Merci toutes les deux pour cette belle conclusion. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes mes auditeurs préférés. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast. Ça nous aide énormément à progresser, c'est vraiment pas une blague. On a besoin de ça pour que les plateformes nous mettent en avant. Merci à toutes les deux, c'était très très cool. Et puis à vous les auditeurs, je vous dis à dans 10 jours. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.